crois que nous avons 10 minutes de questions de la salle pour nos deux conférencières. Concernant le contrôle de qualité. Comme on est un service receveur, transfusion-receveur, donc on fait les groupages et les RAI, mais on fait aussi le test de compatibilité. Donc la question c'est par rapport, est-ce qu'il y a un contrôle interne qui peut assurer la qualité de notre test de compatibilité? De compatibilité, oui, il faut aussi introduire un contrôle de qualité interne. Là, c'est plus compliqué de trouver des échantillons dans le commerce. La meilleure solution, c'est de se fabriquer soi-même. Donc, pardon, comment vous allez utiliser, à partir du moment où vous mettez en contact les hématies de la poche avec le sérum du patient, vous pouvez utiliser des hématies connues. Donc si vous avez des poches dans votre... Pas forcément, dans les centres de transfusion, il n'y a aucun souci. Mais vous allez surtout utiliser un sérum ou un plasma dans lequel il n'y aura aucun antibiotique. C'est ça, il faut. Donc comme ça, en fait, vous allez mimer la réaction à l'identique de celle que vous faites pour votre compatibilité en parallèle. Pour pouvoir montrer que votre processus, il fonctionne. Ça ne va pas au-delà de ça. Pour montrer que votre processus est stable, ce test, vous allez le refaire avec toujours pareil. On a demandé la même question que tout à l'heure. Tous les combien de temps, tous les combien de... Je ne sais pas que vous avez mis ici pour le dépistage, il y a un risque qui est très élevé pour l'HIV, c'est on ne pas par rapport aux autres, pour le VHP et le VHC. Pour le VHC, il y a 1 sur 3 millions, on trouve que c'est le VHC, 33 millions. Et comment vous expliquez qu'il y a ce risque qui est très élevé pour l'HIV par rapport à d'autres? Deuxième question, ici, c'est pour le choix des techniques pour le dépistage en termes de sensibilité et spécificité générale concernant la sécurité transfusionnelle. Ce que vous nous recommandez, parce que nous avons maintenant une discussion entre l'ELISA et la chimie-luminescence. Vous trouvez que le choix, par exemple, en termes de spécificité et de sensibilité, ce que vous nous recommandez. Par exemple, la chimie-luminescence, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus spécifique. D'accord. Et j'ai encore une question pour Madame Le Falcon. Ici, pour les automates qui sont en conflit continu, est-ce que vous introduisez vos contrôles internes, soit en standard au début ou avec la cellule? D'accord. Par exemple, vous trouvez que pour architecte ou par le piste, ce qu'on utilise, c'est au début, on fait un contrôle de qualité avant de lancer des séries. Ici, est-ce que pour vos contrôles internes, est-ce qu'on utilise au début ou avec les standards ou bien avec les échantillons? Et merci. Qui sont la base du calcul, qui sont la longueur de la fenêtre silencieuse, donc là on l'apprend bien entendu avec le DGB en France, et puis je vais faire schématique, les séroconversions VIH sur des périodes de 3 ans. Donc, si le risque résiduel pour le VIH est plus élevé que pour les deux autres, c'est qu'il y a plus de séroconversion VIH chez nos donneurs de sang que pour les deux autres marqueurs, enfin pour les deux autres infections. Et ceci correspond très probablement aussi à ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'on a, on sait, 6 000 nouvelles infections VIH en France tous les ans. Et donc, inévitablement, même si on ne peut pas en fait faire un parallèle parfait entre les donneurs de sang et la population générale, ce qui se passe en population générale a un impact sur les donneurs de sang. Donc c'est juste en fait parce qu'on a un nombre d'infections nouvelles infections qui est plus élevé que pour les deux autres marqueurs. Ensuite, si j'ai bien compris, vous me demandez de répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la sensibilité que la spécificité? L'ELISA et la chimie-luminescence. L'ELISA et la chimie-luminescence. Ah, l'ELISA, d'accord. Alors, oui. En termes de... Alors,
de sensibilité analytique. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que la chimiluminescence est plus sensible. Ceci dit, je ne suis pas certaine que dans la réalité ce soit vrai. Parce que pour le VIH en tout cas, les tests qui sont utilisés aujourd'hui, je dirais, pour la détection d'anticorps, ont vraiment des performances qui sont comparables, même si c'est de l'ELISA classique. Alors après, bon, peut-être que Françoise peut répondre sur les aspects un petit peu plus, on va dire, en termes de résultats. On est peut-être un tout petit peu plus confortable avec les chimioluminescences parce que les valeurs sont plus élevées, mais encore, parce que ça donne en fait, dans les résultats, une valeur chiffrée qui est plus élevée que l'ELISA. Mais, in fine, ce que l'on veut, nous, c'est avoir un résultat qualitatif, c'est positif ou négatif. Donc, pour le VIH, je pense qu'il n'y a vraiment pas de différence. Je suis d'accord. Effectivement, la chimioluminescence, elle a l'intérêt, en fait, attaché plus à, on va dire, le côté technologique, c'est-à-dire qu'on gagne dans le temps, on a du flux continu, ce qui n'est pas le cas du tout en ELISA, où on reste toujours en microplaque. Mais pour autant, si vous voulez, les fabricants ont très bien travaillé aussi sur la sensibilité des trousses en ELISA, et les tests combinés en sont la preuve. Donc, après, je pense que, étant donné la toute petite, on va pratiquement faire la superposition des sensibilités des deux technologies. Après, c'est un choix plus en fonction de votre organisation, de la façon dont vous voulez travailler, de répartir les choses. Si vous voulez avoir un automate qui vous fait tout avec la même technologie, ou si vous voulez avoir des systèmes ouverts avec un choix pour pouvoir prendre tel ou tel fabricant en microplaque. Après, c'est plus ce type de stratégie auquel il faut réfléchir. Mais effectivement, peut-être que aussi vous allez décider en termes de sensibilité, je ne vais pas en deçà de tel niveau. Et puis même chose en termes de spécificité, il ne faut pas non plus que j'ai trop de fausses positivités. Donc il faut vous mettre un certain nombre de critères, on en revient toujours au cahier des charges, un certain nombre de critères sur lesquels vous allez vous baser pour prendre des décisions. Je vais juste compléter sur l'équilibre sensibilité-spécificité. Je crois que c'est un vrai challenge aussi pour l'industriel. Bon, je ne l'ai pas montré parce que, aussi par manque de temps, mais je vais prendre l'exemple du VHC. C'est vraiment très, très flagrant. Aujourd'hui, il y a 2 trousses combinées pour le VHC, qui sont donc des microplaques, qui sont donc marquées CE. Voilà. Donc, qui sont des microplaques, donc Murex et Biorad. Il y a eu des publications, les travaux aussi qu'on a fait montraient que peut-être Murex était un petit peu plus sensible que Biorad, mais les résultats que je n'ai pas montrés, c'est les résultats de spécificité. Et quand on regardait, on l'avait fait d'ailleurs en collaboration avec les collègues de l'EFS, quand on regardait la distribution des négatifs avec le test Biorad et la distribution des négatifs avec le test Murex, eh bien, on était plus confortable à utiliser Biorad que Murex parce que pour Murex, on était vraiment très très proche du SEUR, alors que Biorad, c'était vraiment négatif sans aucune ambiguïté. Donc c'est vraiment, je ne suis pas dans les secrets de fabrication des industriels, mais je pense que pour eux, c'est vraiment un challenge que de savoir où mettre la frontière. Et certains vont privilégier la sensibilité au détriment de la spécificité, d'autres le contraire. Après, ça a un impact derrière pour le quotidien, dans la routine. Donc, c'est pas facile et je ne crois pas qu'on ait une réponse très claire sur ça, ce qu'il faut privilégier. Je dirais que pour la sécurité transfusionnelle, pour la QVD, à mon avis, le numéro 1, c'est la sensibilité. Et après, on s'adapte avec la spécificité. Mais il faut vraiment privilégier la sensibilité. Mais encore une fois, attention à l'approvisionnement. Quand on est en flux tendu, ça peut poser problème dans certaines régions. Donc, dans un objectif de sécurité transfusionnelle pour le dépistage des maladies virales, notamment l'hépatite B, il y a un problème au niveau de l'Afrique, notamment, moi je parle du nord d'Afrique. Donc, comment faire pour contourner ce problème de diversité virale? Donc là, une recommandation, vu qu'on est en présence d'experts, ne faut-il pas adapter les réactifs? Parce que vous savez qu'on utilise les réactifs fabriqués en Europe, donc adapter plus aux souches qui existent en Europe. Donc, que faire pratiquement? Donc là, je m'attends à une recommandation parce que ça serait vraiment très important en matière de sécurité transfusionnelle. Merci. La question est très bonne. Je crois que même l'OMS, je n'ai pas insisté sur la
s'adapter à la situation épidémiologique locale. C'est bien de faire une recommandation comme ça, parce que c'est pas du tout évident qu'on puisse le faire. Je suis d'accord, et c'est vrai que je vais avoir du mal à répondre. Il faut simplement en avoir à l'esprit. Je voudrais quand même vous rassurer, c'est que les tests aujourd'hui qui sont commercialisés, qui ont un marquage CE, il faut vraiment, comme on dit chez nous, qu'ils montrent patte blanche. C'est-à-dire qu'il y a au préalable un dossier très fourni qui est analysé, et l'industrie doit démontrer que sa trousse est capable de voir, on va dire, un très grand nombre de génotypes qui circulent. Donc, bon, on peut se dire quand même, surtout pour des marqueurs aussi sensibles que cela, qu'aujourd'hui, globalement, ça ne pose pas de problème. Alors, on n'est pas à l'abri du variant X ou Y, de la chose extraordinaire qui pourrait passer à côté du dépistage, mais je voudrais quand même être rassurante aujourd'hui et vous dire qu'on a de bons outils. Mais notamment le CV, donc nous avons l'expérience des deux trousses, et effectivement, on vit la même expérience que ce que vous avez souligné, en sachant qu'au Maroc, il n'y a pas de requalification des poches, donc les poches sont détruites systématiquement, et des problèmes sur la féminisation. Je crois que quelqu'un a projeté la carte du Maroc avec le Sahara. Tout à l'heure, des hémisphères du Maroc étaient séparés. Donc, on fait une grande correction. Merci pour la personne très observatrice qui s'est fait la remarque. Merci. Je crois qu'on peut prendre encore une question. National comme pour les autres. Donc en fait, et on n'a pas non plus d'évaluation externe de la qualité. Pour autant, chaque région, chaque plateau technique a mis en place un contrôle interne et ils font des échanges d'échantillons entre les plateaux pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'évaluation externe de la qualité. Autrement dit, quand un donneur est trouvé avec un niveau d'hémolyse important, la poche est mise de côté et on récupère donc les plasmas qui vont servir de contrôle interne ensuite, pour plusieurs mois. Pour le moment, c'est la seule solution. Je sais qu'il est envisagé pour le courant de l'année, d'ici la fin de l'année, un contrôle interne hémolysine qui sera le même pour tous les plateaux techniques de France. Mais c'est vraiment le dernier pour lequel on n'a pas encore cet échantillon national, mais on y est presque. Je tiens à remercier chaleureusement nos deux conférencières pour l'excellence de leur exposé. Et je crois que nous allons enchaîner sur le symposium de la société Mabiotech. Sur des bases immunologiques, donc de base en immunohématologie. Donc, c'est quoi une unité de transfusion receveur? Donc, c'est un laboratoire qui va prendre en charge donc, les patients qui vont être candidats à une transfusion sanguine. Comment? Et bien, cette prise en charge
en réalisant des examens pré-transfusionnels, donc en préparant des produits sanguins adéquats et en assurant un conseil transfusionnel. Donc, comme vous savez, les examens pré-transfusionnels sont selon la loi. Donc, il y a des examens obligatoires qui doivent être effectués avant toute transfusion, donc tels que le groupage ABO, le groupage RH1, le phénotypage RH1-P1, la recherche d'agglutinine régulière. Il y a d'autres examens qu'on effectue selon le contexte clinique du patient. Et donc, c'est le phénotypage étendu et les preuves de compatibilité au laboratoire. Donc, on va commencer par le groupage ABO. Donc, le groupage ABO, et la détermination du groupage ABO, donc l'anti-A et l'anti-AB, donc doivent pouvoir agglutiner donc, le AX, donc qui est un phénotype faible du A. Pour l'anti-B, donc c'est un anticorps monoclonal, donc selon la réglementation, c'est un anticorps monoclonal qui doit donc qui ne doit pas avoir une réaction croisée avec ce qu'on appelle le DAC. La deuxième étape, c'est l'épreuve plasmatique, ce qu'on appelle l'épreuve de Simonin, et elle consiste à mettre en évidence les anticorps dans le plasma du sérum en présence d'hématies test, le A1 et le B. Et donc ces hématies, donc une des hématies au moins selon la réglementation, doivent être de résus négatif. Donc en fonction des résultats de l'épreuve globulaire et de l'épreuve plasmatique, donc on va pouvoir identifier donc, de façon simple donc, les différents phénotypes ABO classiques qui sont le groupe A, le groupe B, le groupe AB et O. Donc, si mon patient est du groupe A, donc, je dois avoir une agglutination avec l'anti-A et l'anti-AB donc pour l'épreuve globulaire. Et donc, il va refléter l'antigène A à la surface du globe rouge. Et pour l'épreuve plasmatique, il doit avoir une agglutination avec l'hémacité. Donc, il doit avoir une concordance entre l'épreuve plasmatique et l'épreuve globulaire. Donc, ça, c'est les phénotypes ABO classiques, mais il y a donc des phénotypes ABO particuliers. Donc, on va vous citer quelques-uns. Donc, il y a des sous-groupes A1 et A2. Comme vous savez, donc les sous-groupes A1 et A2, donc c'est du groupe A. Donc, 80% donc, des groupes A, ce sont des A1. Le A1, la différence entre le A1 et le A2, c'est une différence quantitative. Donc, les globules rouges A1, ils expriment beaucoup d'antigènes A à leur surface, contrairement aux globules rouges A2, donc, qui expriment moins. Et comme vous savez, donc, il y a une relation réciproque entre l'expression de l'antigène A et l'antigène H. Donc, lorsqu'on a un pourcentage qui est important d'expression de l'antigène A, donc on va détecter moins de l'antigène H. Et bien cette particularité nous permet donc de faire la différence entre un phénotype A1 et un phénotype A2. Donc, et tout simplement, le phénotype A1, il va pas pouvoir agglutiner avec l'anti-H, contrairement au A2. Sur le plan pratique, on n'a aucun intérêt pour différencier entre le A1 et le A2. Donc, ça reste des phénotypes A, donc, qui vont être transfusés par des CGR, des pluriclavières, donc A. Le deuxième phénotype ABO particulier, c'est les phénotypes faibles. Donc, les phénotypes faibles, c'est une expression donc, qui est donc, moins importante de l'antigène A à la surface du globule rouge. Donc, c'est plus fréquent avec les B qu'avec les A qu'avec les B. Et donc, ces phénotypes faibles, on les rencontre au cours d'une discordance de groupage. Par exemple, pour le A3, on va avoir une population avec l'anti-A et donc avec l'anti-A et l'anti-AB. Et ces phénotypes faibles, en général, agglutinent avec l'anti-H. Le troisième phénotype particulier ABO, on a le phénotype AB acquis, donc, qui s'observe dans des circonstances particulières. Ce sont des patients qui sont A et au cours d'une infection dans un contexte de cancer chronique. Donc, ces bactéries, ils vont donc pouvoir changer le glucose qui définit l'antigène A et en galactose, donc en s'associant à l'antigène, à la substance H, donc va donner l'antigène A. Donc c'est un phénomène qui est transitoire. Donc les réactifs actuels, donc normalement, selon la réglementation, ils ne doivent pas avoir une réaction croisée avec donc, le DAC.
donc, qui est caractérisé par une absence de l'antigène H et le phénotype H faible, donc qui est décrit dans la population européenne. Donc on a une expression qui est moins importante que l'antigène H. Donc ces phénotypes, ils restent dangereux puisqu'ils seront, c'est des phénotypes hauts et avec un anti-H. Et donc ils risquent, donc c'est des phénotypes sur le plan transfusionnel, on risque d'avoir des incidents transfusionnels, donc une hémolyse. Maintenant, on va passer au phénotype RH. Donc, pour le phénotypage RH, il comporte obligatoirement l'utilisation de réactifs monoclonal anti-RH1 en présence de globules rouges du sujet. Donc cet anticorps monoclonal anti-RH1, c'est un réactif qui ne doit pas agglutiner le RH1 partiel de catégorie 6. C'est quoi un phénotype RH1 partiel? Donc ça correspond à c'est un RH1 normal avec le manque d'un ou plusieurs épitopes. Donc on a actuellement différentes catégories de RH partielles ont été décrites, de D2 à D, donc 7. Le plus important c'est le D, donc 6, parce que c'est le plus fréquent et s'immunise. Donc les gens qui portent ce D partiel, ils peuvent s'immuniser rapidement. Donc, faiblement ou pas avec les antisérums. Mais sur le plan pratique, pas d'immunisation contre l'antigène RH1. Le troisième examen obligatoire pré-transfusionnel, c'est le phénotypage RH-KEL. Donc aussi là, on utilise des réactifs monoclonaux qui vont permettre de mettre en évidence le RH2, donc qui est le grand C, le RH4, donc qui est le petit c, le RH3, le grand E, et l'anti-RH5 qui est le petit e, et aussi un sérum l'anti-KEL. Donc, au cours du phénotypage RH-KEL, on utilise un réactif témoin négatif comme pour le RH1. À utiliser des hémacytes qui sont traités par l'enzyme protéolytique, vu que ces enzymes, si on a des antécédents immunisants dans les 6 mois, sinon, c'est 24 heures après toute transfusion. Donc, on a une RAI pour chaque transfusion. Donc, après avoir présenté les examens pré-transfusionnels, quelles sont les techniques qui permettent la réalisation de ces examens? Donc, on a des techniques, la plupart des techniques, c'est des techniques d'agglutination. On a différents supports. On a la plaque d'opaline, les tubes à hémolyse, les microplaques et les colonnes, les plus récentes, c'est les colonnes de filtration. Pour les techniques en tube ou sur plaque, c'est des techniques historiques. Ils n'ont pas connu une grande évolution, sauf sur le point de support réactionnel et dispositif d'agitation. Donc, c'est des techniques qui sont manuelles. Les techniques en microplaques sont largement utilisées. Donc, l'évolution des réactifs, ils ont permis un gain de spécificité et de sensibilité par rapport aux techniques conventionnelles. Ils ont l'avantage du coût. On peut avoir des microplaques avec des réactifs qui sont précotés. On peut les mettre automatisables, mais leur faiblesse, c'est par rapport aux récents supports, c'est la faiblesse de la réaction et la lecture qui est plus subtile. Donc là, c'est une microplaque sur laquelle est réalisé le groupage ABO, le phénotypage KEL Rhesus. Donc pour les techniques en microfiltration, elles dominent actuellement, elles sont plus sensibles. On a une stabilité de la phase réactionnelle, avec une standardisation des phases d'exécution technique et de la lecture. On a les réactifs qui sont précotés sur les colonnes et l'automatisation qui est facile des microfiltres, des techniques en microfiltration. Comme vous voyez, la réalisation des techniques transfusionnelles, c'est une réalisation qui est facile, sans difficulté, mais il reste
il y a donc l'interprétation, donc la validation technique et l'interprétation qui peut poser donc des problèmes et qui nécessite quand même le respect de règles simples et essentielles. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie et donc je vais passer la parole à ma collègue qui va vous présenter le quotidien au niveau d'un service de transfusion et donc d'hémovigilance du CHU de Rabat. Le Centre national de transfusion sanguine pour l'organisation de cette manifestation scientifique, et surtout que les rencontres dans ce sens dans le domaine de la transfusion sont rares au niveau national, et j'espère que c'est le début d'autres manifestations qui permettront un échange entre les différents centres et services de transfusion. Donc je vais entamer la deuxième partie de notre symposium et qui concerne les pratiques qui sont adoptées dans le service de transfusion et d'hémovigilance de l'hôpital Ibn Sina. Alors pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un service qui est situé dans les locaux de l'hôpital d'enfants de Rabat. Il a été créé en 1997 et parmi les missions du service de transfusion, c'est la pratique des examens pré-transfusionnels pour les malades candidats à la transfusion, la gestion des stocks de produits sanguins labiles, et ces produits sanguins labiles, ce sont les CGR, les PFC et les culoplaquettaires, et enfin la distribution de ces produits au service de soins. Alors, dans le cadre des demandes de sang, nous pratiquons les examens immunohématologiques pour les patients qui sont hospitalisés dans 3 hôpitaux du CHU et de l'hôpital Ibn Sina. Alors, d'abord l'hôpital Ibn Sina, le grand hôpital qui s'occupe de tout ce qui est adulte, tout ce qui est hospitalisation adulte, et qui représente plus de 50% de la consommation du CHU. Ensuite, on a pris en 1998 l'Institut national d'oncologie, et enfin en 2000, c'est l'hôpital des spécialités qui comprend les services d'ORL, d'ophtalmo et de neuro et neurochirurgie. Alors, justement, dans le cadre de la demande de sang, on fait des examens immunohématologiques et après une demande de sang qui nous parvient des services de soins. Et une fois on a la demande, on fait les examens pré-transfusionnels et on assure, après les résultats de ces examens, sur la base des résultats, on assure la livraison des PSL. Alors, pour ce qui est des PSL, ce sont des PSL qui sont fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rabat. Et là, je me dois de faire une pause pour remercier justement notre partenaire, le Centre régional de Rabat, de nous accompagner et de nous avoir accompagnés durant ces années concernant tout ce qui est approvisionnement en poche de sang, en produits sanguins labiles, que ce soit les culoglobulaires, les PFC ou les culoplaquettaires, malgré les difficultés et les pénuries de sang. Alors, quels sont les examens immunohématologiques qui sont pratiqués au niveau de notre service? D'abord, le groupage sanguin ABO-Rhesus 1, le phénotype Rhesus-Kell, la recherche des agglutinin irrégulières et enfin le test de compatibilité avant de livrer les poches. Alors, notre service, durant ces années, a essayé de mettre en place des techniques des examens pré-transfusionnels et durant les 2 premières années, nous avons travaillé manuellement. En 1998, nous avons commencé par un groupage plaque et tube manuel avec une RAI qui a été faite en tube aussi. Un an après, on est passé à la RAI en jet, mais toujours en technique manuelle. Et ce n'est qu'en 2003 qu'on a pu semi-automatiser la technique, les techniques de groupage et surtout la technique de groupage. Alors en 2008, nous avons pu avoir le premier automate complet de l'Innova, c'était pour faire le groupage sur microplaque et la carte gel, le phénotypage microplaque et la RAI sur la carte gel avec l'automate qui est l'Innova. En 2012, à côté de l'Innova, on a pu avoir l'automate Qualis pour faire une deuxième détermination sur la microplaque. Et en 2012, pour améliorer nos pratiques concernant les examens hématologiques, nous avons pu avoir l'orthovision qui est une version améliorée de l'Innova. Donc la réaction entre la réaction positive et négative, ça ne pose pas de problème pour sortir un résultat. Alors ces cassettes, ils sont très remplis de diluants ou de réactifs.
Et après, la réaction, la technique consiste à mettre les hématies ou le sérum qui vont être distribués dans la chambre de la carte gel et une centrifugation qui va aider à faire migrer les hématies à travers la couche de vie. Alors là, je vous présente l'automate avec lequel on travaille depuis 2008, c'est l'AutoVue Innova. Et vous pouvez constater qu'il y a la partie automate, appareillage et la partie informatique. Et en bas, c'est l'orthovision. Et là, il a condensé, en fait, il a concentré aussi bien la partie appareillage et la partie informatique avec d'autres avantages. Là, si on jette un coup d'œil à l'intérieur de l'appareil orthovision, vous pouvez voir les différents compartiments qui permettent de faire la technique de la distribution, l'incubation, la centrifugation jusqu'au résultat. Les avantages de cette orthovision par rapport à l'auto-innova, c'est la stabilité à bord des hématies jusqu'à 5 jours, et ça c'est important surtout quand on fait une routine. Et donc c'est des demandes, les demandes de sang au niveau de notre service, ce n'est pas des demandes qui arrivent d'un seul coup, c'est toute la journée, et donc c'est bien d'avoir une stabilité des réactifs pour avoir un meilleur résultat. Il n'y a pas de centrifugation de support réactionnel avant l'utilisation, on peut utiliser la carte systématiquement. Il y a aussi un système de détection des bouchons, et ça c'est important parce que des fois quand on fait la technique et si ça arrive d'oublier le bouchon sur le tube, donc ça peut bousiller l'aiguille. Aussi un perçage puis appui. Par rapport à l'Innova, il y avait une branche de 3 qui perce directement la carte gel. Et donc quand il y a une compatibilité d'une poche, après on a un gâchis des autres puits. Donc avec ce perçage puis appui, donc, on gagne en fait et on économise les cartes. Et bien sûr les autres avantages de l'automate. Alors, parallèlement à cette mise en place des examens immunomatologiques et de leur amélioration pour avoir un meilleur résultat, nous avons essayé de mettre un logiciel de gestion de l'activité transfusionnelle. Et je pense que tout le monde le sait que même si je fais mes examens correctement, si je n'ai pas un support, un logiciel ou un support pour bien saisir les résultats avec toute la sécurité qu'il faut, bien sûr, je peux sortir un faux résultat. Malheureusement, dans la mise en place de ce logiciel, on a pris un peu de retard, et ça, c'est indépendant de notre volonté, parce que c'est des logiciels qui coûtent cher. Tout ce qui gère les examens immunomatologiques, leur saisie et leur validation, ça coûte cher. Et là, vous voyez que de 1998 à 2006, on a travaillé avec une saisie manuelle des résultats sur un registre informatique et Excel, avec une carte de groupage manuel, avec tout ce que comporte une carte de groupage manuel, avec les risques d'erreur et tout ça. Alors en 2006, et avec l'aide d'informaticiens qui se sont portés bénévoles, ils nous ont volontaires, on a essayé de faire un logiciel, le logiciel STSH. On a travaillé avec ce logiciel quand même presque 9 ans, et avec toujours une carte de groupage qui est manuelle. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a pu avoir un logiciel qui est le Blood Bank et qui permet une validation des examens, il y a le passage de validation technique et la validation biologique. Il permet aussi il y a une connexion avec les automates, ce qui permet d'avoir les résultats directement sur le logiciel, de rattacher les résultats en fait à l'identité du patient. Il permet aussi la gestion des produits sanguins de façon sécuritaire, parce que le logiciel d'avant, il ne permettait pas de faire la différence si on lui donne un groupe A, un groupe O, il ne faisait pas ça. Avec ce logiciel, on peut assurer le maximum de sécurité. Et en dernier, il y a une interface avec les services de soins. Donc les services de soins, ils peuvent déjà avoir le groupe de leurs patients et s'il y a des poches disponibles ou pas. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la pratique qu'on fait actuellement? Nous pratiquons le groupage sanguin ABOT sur des cartes gel Innova, première technique, et sur la microplaque Qualis, sachant que l'orthovision est en cours de mise en place. Et donc, on est en technique automatisée, informatisée, et dans la routine, il y a toujours 2 techniciens et 2 techniques pour faire le groupage. Pour ce qui est du phénotypage Rhesus, il est fait en microplaques. La recherche des agglutinides irrégulières et les preuves de compatibilité au laboratoire, ils sont pratiqués sur des cartes gel POMS et enzymes sur l'automate Innova. Un délai de 72 heures est respecté de façon systématique
Par contre, quand c'est des transfusions répétées, on passe à une RAI, une transfusion. Alors, tout ce qui est groupage ABOT, RESUS et RAI et recherche d'accrétion irrégulière, et on fait un contrôle de qualité. Alors, le contrôle de qualité pour ce qui est groupage ABO et le gel et la carte et la RAI, il est fait 3 fois par semaine. On ne peut pas le faire tous les jours parce qu'on n'a pas un grand débit. On a une quarantaine de demandes de sang par jour, donc on préfère le faire. Et aussi pour question de coût, on fait 3 fois par semaine, alors que le RESUS, il est fait de façon quotidienne. Alors, si je compare notre pratique avec les textes de loi. Alors, le texte de loi que je trouve, c'est le texte de 95 et qui, dans le premier chapitre, s'adresse aux dons de sang. Et là, la détermination, il doit être faite dans des conditions de prélèvement à 24 heures d'intervalle, de load réactif, de technique et selon de techniciens et de techniques. Concernant le service, concernant le receveur, alors la loi ne précise pas ce qu'il faut faire de détermination de technique, mais juste qu'avant toute transfusion de globules rouges, il faut faire 2 groupages sanguins de receveurs à 24 heures d'intervalle. Et donc, je ne sais pas s'il y a une nouvelle loi, mais je trouve que les lois datent quand même de 95, c'est ancien. Il faudrait peut-être voir s'il y a un travail à faire concernant tout ce qui est détermination de groupage, que ce soit par rapport aux dons de sang ou par rapport aux receveurs. Et donc, dans notre pratique quotidienne, on essaie d'adapter ce qu'on a, mais tout en assurant le maximum de sécurité concernant les examens immunobligatoires pour voir quel est le problème, est-ce qu'il se situe au niveau du Beth-Benson ou au niveau du Simonin. Je vais passer rapidement quelques cas qui nous ont été posés au niveau du service et pour lesquels nous adoptons la conduite suivante. Là, vous avez le groupage ABO qui est fait le Beth-Benson. Vous avez une discordance entre le Beth-Benson qui vous donne un groupe A et le Simonin un AB. Et donc là, on pense à une absence d'agglutination au niveau de Simonin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, dans ce cas, on fait un interrogatoire en recherchant à éliminer une hémolyse en rapport avec une mauvaise conservation des hémacytes, un déficit immunitaire. Donc, on interroge le médecin prescripteur pour voir s'il n'y a pas une hypogammaglobulinémie qui peut expliquer l'absence des anticorps. Un nouveau-né, bien sûr, il fait apparaître ses anticorps jusqu'à l'âge de 6 mois et voir s'il n'y a pas une hémodilution du prélèvement. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de la double population. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher s'il n'y a pas une origine transfusionnelle, s'il ne s'agit pas d'un sujet âgé, une allogreffe non identique, une incompatie maligne ou un groupe A faible. Et l'origine, la double population, il pose beaucoup de problèmes dans notre pratique quotidienne, et notamment, c'est des fois quand il y a des pénuries de sang, on est obligé de passer à des groupes qui sont compatibles mais non isogroupes, et donc après on se retrouve avec des doubles populations, et quand on n'a pas la certitude et quand on n'a pas un groupage antérieur du patient, on a du mal à valider le groupage. Et là, pour la double population, il est mieux visualisé au niveau des cartes gel, et là vous pouvez voir que il y a le culot qui est déposé au fond avec un culot qui est retenu par le gel et ça vous donne justement l'image de double population. Alors le troisième cas, je vais passer rapidement, c'est le cas d'un anticorps. Et dans ce cas, on a normalement dans la pratique, il faut faire une RAI à 22, dépister, identifier l'anticorps et refaire l'épreuve sérique. Si on veut valider notre groupage, refaire l'épreuve sérique avec des hématies qui sont dépourvus de l'antigène qui correspond à notre anticorps. Alors le quatrième cas, il représente un excès de réaction au niveau du Beth-Benson, et dans ce cas, on pratique les témoins et des fois, on est amené à faire des lavages de globules rouges et refaire notre groupage. Et ceci peut être rencontré dans des situations de protéines anormales, surtout quand c'est des patients qui ont des myélomes multiples ou des patients sérotiques, ou c'est des patients de réanimation et qui sont perfusés par des macromolécules. Enfin, le dernier cas, c'est le dernier cas de groupage ABO. C'est le cas d'une patiente, c'est un cas qui s'est présenté il n'y a pas plus de 2 mois. C'est un cas d'un patient de médecine A. Et on a reçu la demande et on a groupé. La validation a été sans problème sur les 2 techniques et c'est un O positif. 24 heures après, une demande a été faite et le malade il est A positif. Et donc là, même si on a validé notre première détermination avec les 2 techniques, les 2 techniciens, la deuxième détermination, s'il y avait une erreur de prélèvement probablement, et donc c'est
c'est bien de valider, mais il y a la phase préanalytique qu'il ne faut pas négliger et qui est importante. Mais l'important, c'est quand on a une validation de nos techniques, on est plus tranquille. Après, c'est l'hémovigilance à faire, c'est du conseil transfusionnel qu'il faut assurer. Alors, juste 2 cas de résus. Alors, le premier cas, donc, c'est une double population, comme vous pouvez le voir, au niveau du grand C et du grand E. Et comme on n'a pas la notion de la transfusion et on n'a pas de détermination qui nous dit que le patient a un tel phénotype, donc on ne peut pas le valider. Par contre, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est assurer le conseil transfusionnel et dans ce cas, transfuser avec un résus grand C négatif, grand E négatif, et on ne valide pas le groupage et bien sûr proposer de refaire le phénotype quelques mois après. Alors le même cas, donc là c'est le cas du patient qui est double population grand C et grand E, et on a aussi une double population dans lequel, et la même chose, la conduite à tenir, c'est donc de transfuser avec le phénotype résus, le grand C négatif, grand E négatif et lequel négatif. Et je vous remercie. Merci. Je crois qu'on a juste le temps pour une seule question. La parole est à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres services similaires qui existent dans les autres CHU? Je pense à Casa, Oujda et Marrakech. Oui, effectivement, j'ai oublié de le dire, on est un service de transfusion qui est dans les locaux de l'hôpital d'enfants et qui est attaché directement au centre hospitalier Messina. Donc, on dépend du centre régional quant à l'approvisionnement du centre, de PSL. Donc, si vous voulez, c'est le centre de transfusion qui nous fournit les produits sanguins à vie. Et sans le centre de transfusion, on ne peut pas travailler. Nous, on assure les examens immunohématologiques, tout ce qui est appareillage, on est autonome. On fait partie de l'hôpital d'enfants. D'accord? Mais pas avec le centre de transfusionnel, l'interface qu'on a, c'est les produits sanguins à vie. Alors, concernant la deuxième question, est-ce qu'il y a un autre service? À ma connaissance, non. Et je pense que M. Najiba, qui est le directeur du centre national, je ne sais pas s'il y a un autre à Marrakech, au CHU de Marrakech, ou de Fès, ou de Casa. Non, apparemment, non. Voilà. Vu que vous avez la chance, l'opportunité aussi d'avoir des technologies différentes, est-ce que déjà vous avez fait des études comparatives? C'est vrai, pas pour comparer les différentes technologies, mais pour donner des choses pratiques, vu qu'on parle de sécurité transfusionnelle. Donc, est-ce que vous avez une étude? Sinon, quelles recommandations, par exemple, parce qu'on ne peut pas se permettre n'importe, c'est-à-dire d'avoir... Bien sûr. Alors, la seule étude de sang. À part ça, on n'a pas encore publié d'études dans le sens de comparaison, mais je peux vous dire que moi, selon mon expérience, j'ai remarqué qu'avec les cartes GEL, j'ai un meilleur résultat qu'avec la microplaque. Et je tiens compte souvent, quand il y a une discordance, je tiens compte plus de la carte GEL que de la microplaque. Voilà. Merci. Je vous invite à une pause café avec éventuellement visite de stand et de posters et nous reprenons dans un quart d'heure pour respecter le timing de la journée. Merci. Donc, on va continuer notre travaux. D'abord, permettez-moi de remercier la société scientifique du travail qui a soutenue et féliciter pour le niveau scientifique et pour le qualité de l'organisation. Nous allons commencer. Je donner la parole au premier orateur. À vous la parole.
la thèse antigène. Les HPA ont été identifiés pour la première fois en 1959 et sont, comme ce que j'ai déjà dit, localisés sur l'une des 6 glycoprotéines majeures de la membrane plaquettaire. À noter que la glycoprotéine 3A porte la majorité de ces isotopes à l'eau antigène. Jusqu'à aujourd'hui, il existe 27 systèmes HPA qui sont divisés en 2 groupes. Le groupe des systèmes HPA dialytiques qui présentent 2 types d'allèles, l'allèle A et l'allèle B. On y trouve l'HPA 1, 2, 3, 4, 5 et 15 et qui sont aussi considérés comme étant les HPA les plus impliqués dans les alloimmunisations et les incompatibilités allo-immunes en général. Pour les 21 systèmes restants, ils font partie du groupe des systèmes HPA monoalléliques qui présentent un seul allèle par système. Le polymorphisme de ces antigènes résulte généralement d'un polymorphisme du type SNP, donc la substitution d'un seul nucléotide au niveau du gène codant. Pour cela, il en résulte la substitution d'un seul acide aminé au niveau de la lobe antigène. L'exception, c'est pour l'HPA-14, dont le polymorphisme est constitué ou bien d'élétions. Tous les HPA, bien tous les allo-antigènes HPA sont hérités par codominance autosomique. L'HPA est impliqué dans plusieurs conflits immunologiques. Tout d'abord dans la thrombopénie néonatale allo-immune, qui est la conséquence de l'allo-immunisation des mères par les antigènes fétales qui présentent des antigènes absents chez la mère mais présents chez le fœtus qui est hérité du père. Aussi, d'un autre côté, il est impliqué dans les allo-immunisations des receveurs des concentrés plaquettaires et l'allo-immunisation vis-à-vis des HPA. Donc, la fréquence de ces antigènes plaquettaires varie considérablement d'un groupe ethnique à un autre et sont aussi déterminés comme étant des déterminants majeurs de risque d'allo-immunisation plaquettaire dans une population donnée. Cependant, jusqu'à présent, peu d'études concernant ces systèmes HPA en Afrique du Nord sont disponibles et au Maroc, ces antigènes, leur risque d'allo-immunisation, l'implication clinique aussi, leur fréquence sont très mal connues. Pour cela, comme objectif, on a fixé de tout d'abord génotyper les différents systèmes plaquettaires 1, 2, 3, 4 et 5 qu'on a jugé importants, estimer les fréquences géniques, génotypiques et phénotypiques des 5 systèmes plaquettaires et estimer enfin le risque d'alloimisation au sein de la population marocaine. Pour cela, pour chaque donneur, un échantillon de sang total choisi au hasard est constitué de donneurs de sang volontaires au centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Le sang a été prélevé sur tube EDTA pour extraire l'ADN. Le génotypage de ces systèmes il a été réalisé par PCR-SSP. On a utilisé 10 couples d'amorces, un couple pour chaque système, et sens et antisens, et aussi un couple d'amorces pour amplifier une région du gène HGH. L'HGH a été utilisé comme contrôle interne pour valider la réaction PCR. Donc, il a été possible de déterminer l'absence ou la présence, je m'excuse, il y a une bande. Il a été possible de déterminer l'absence ou la présence de l'allèle dans la taille est de 250 litres de 2 échantillons qui sont normalement génotypés en tant que HPA-AA. Ici, le résultat des différentes fréquences génotypiques et alléliques de ces systèmes chez la population étudiée. Chaque système est gouverné, à savoir que chaque système est gouverné par un couple d'allèles codominants, le A et le B. Le homozygote AA présente le génotype le plus fréquent dans notre échantillon pour tous les systèmes, alors que le homozygote BB est moins fréquent. La fréquence ensuite allélique
HPA2 par 0,317. Et ce sont les fréquences allyliques de ces systèmes de notre étude en comparaison avec d'autres populations. Donc la fréquence allylique, on a trouvé des systèmes HPA dont la présente étude se rapproche et sont significativement comparables à celles de l'Afrique du Nord, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Ensuite, nos résultats, ils ont montré que des fréquences moins élevées, donc des allèles moins homogènes pour les systèmes 1A, 2A et 5B. Ici, c'était le calcul de risque de l'allonisation en pourcentage. Le risque de l'allonisation chez la 200 de cette population étudiée varie entre 0,99 et 21,65%. Le risque d'allonisation est calculé à partir d'un résultat de génotypage et d'un test statistique. Bon, on peut dire que dans notre étude, l'hétérogénéité notée pouvait être expliquée par la localisation géographique occupe le Maroc, le rendant cible de migration et de mélange ethnique de groupes de populations possédant des héritages génétiques différents. Et aussi, l'étude des antigènes plaquettaires HPA dans une population contribue à la compréhension de son rôle dans les troubles liés aux plaquettes. Il va permettre l'amélioration de banques de sang pour établir un registre de donneurs à base de HPA, qui sera une source précieuse de produits plaquettaires compatibles aux patients allo-immunisés. Aussi, je voulais ajouter que cela permettra également d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la transfusion plaquettaire. On espère alors, par ces résultats, que ces données obtenues feront un ajout au corpus existant de la littérature dans la recherche transfusionnelle. Je vous remercie. Merci, mademoiselle. Bon, le travail que je vais vous présenter s'intitule Expression faible des groupes sanguins des antigènes A2 chez les donneurs de sang marocains groupe sanguin A2. Impact de la mutation 1627. Le gène ABO se situe sur le bras long du chromosome 9. Ce gène est formé de 7 exons et de 6 introns. Le produit direct du gène, c'est une glycosyle transférase. 77% de cette enzyme et 91% de son site catalytique, ils sont codés uniquement par l'exon 6 et l'exon 7. Et bien sûr, c'est la glycosyle transférase qui va se charger de la synthèse des antigènes du groupe sanguin ABO par l'intermédiaire d'une uridine diphosphate qui est liée soit à une acétylgalactosamine, soit à une galactose. Toute insertion, substitution ou délétion ou hybridation au niveau de ce gène pourrait avoir un impact sur la glycosyle transférase, sur l'activité de la glycosyle transférase. Et par conséquent, on peut avoir une expression faible des antigènes ABO. Alors pratiquement, le score et enfin, on contrôle l'adaptabilité de ce réactif à notre manière de pratiquer au niveau du lab. Alors, au cours d'un contrôle de qualité d'un réactif anti-A, clone A907, qui est produit localement par le laboratoire de génie génétique et génie cellulaire, laboratoire national de génie génétique et génie cellulaire, on s'est rendu compte que ce réactif, il ne reconnaît pas à peu près 16% des hématies AB. Mais il reconnaît toutes les hématies A. D'où ces hématies qui sont non reconnues par ces réactifs, on les a classées comme des A faible B. D'où la naissance de cette étude qui a pour objectif de
de déterminer quelles sont les causes probables de la non-réactivité de ces hématies AB vis-à-vis de ce réactif, surtout chez les hématies A qui réagissent avec ce réactif. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait le groupage de 9271 échantillons. Sur ce grand échantillon, on a cherché les sous-classes A1 et A2 chez 136A et 214AB. Bien sûr, la recherche des sous-classes A1 et A2, ils ont été recherchés avec l'anti-A1 et l'anti-H, mais en parallèle, on a testé ces hématies vis-à-vis de cet anti-A 907 et en même temps vis-à-vis d'un anti-A commercialisé. Ensuite, on a pris un échantillon des hématies AB qui n'ont pas réagi avec ce réactif et on a effectué un génotypage par PCR multiplex et PCR simplex. En parallèle, on a pris 30 AB témoins, c'est-à-dire qui réagissent normalement avec ce réactif et on les a génotypés en parallèle. Et ensuite, on a pris un échantillon de ces AB faibles et on a effectué un séquençage direct par la méthode classique de Saint-Jean. En résultat, on a eu bien sûr le groupe O, il est représenté à 46,41%, le groupe A, il est à 32%, le B à 16,69% et le AB à 4,8%. Quant au résultat des sous-classes A1 et A2, on remarque que le A2, il est représenté à 23% de la population A. Par contre, il est seulement à 11,21% chez la population AB. Et en parallèle, on remarque bien sûr, comme c'est attendu, que tous les hématies A, ils ont réagi avec le réactif A907, mais les AB, on a à peu près 16% qui n'ont pas réagi. Donc à ce moment-là, nous sommes passés à tester l'homogénéité de la répartition, de la distribution de l'antigène A2 au niveau de la population A et AB. Et on a effectué un test de Pi2 et on a trouvé que la différence était significative. Donc, il existe un déséquilibre de distribution des antigènes A1 et A2, c'est-à-dire A2 au niveau de la population A et AB. Alors, on a repris les mêmes résultats, mais cette fois-ci, on a changé la façon de calculer. C'est-à-dire, on a rassemblé les A2 avec les A, on a nommé A faible. Et on a refait le test, et le test était non significatif, c'est-à-dire il y avait une homogénéité de distribution. Donc, on a pensé à, on a éliminé